que souvent on emploie le mot jeunesse d'une façon historiquement pas placée. Et je trouve que c'est assez important avant tout de faire une différence entre la jeunesse comme un procès et la jeunesse comme une condition. Si je pense à la génération de baby boomers à laquelle j'appartiens, donc je peux bien parler aussi à partir de mon expérience. Et il y avait encore, disons, un paysage social qui était conditionné par l'idée de jeunesse comme procès au lieu de jeunesse comme condition. Je vais m'expliquer. L'idée de la jeunesse comme procès est liée à disons, conception de la jeunesse comme un progrès à travers différentes étapes et le processus entier n'est pas un processus incertain. Donc on le commence et on sait bien quand environ il va terminer. Et au début, disons, aussi dans les décennies avant la fin de la guerre, disons au début du XXe siècle, l'idée de jeunesse était une idée encore très fortement liée à l'appartenance à une classe sociale privilégiée. Donc, pour la majorité des jeunes, du point de vue anagraphique, il n'y avait pas de jeunesse. On entrait directement dans le travail, ou disons au niveau plus général que la possibilité de la formation, c'était une possibilité liée à l'appartenance aux classes bourgeoises ou bien encore avant de l'aristocratie. Donc la génération de baby boomers va hériter cette idée de jeunesse, mais évidemment en relation à l'extension de la formation supérieure. Là commence à avoir un certain poids l'idée des jeunesses comme condition. La jeunesse comme condition, c'est quelque chose qui a à faire avec l'incertitude du procès. On ne connaît pas quelle est non pas la finalité, disons évidemment, mais quelle sera, où elle peut aller déboucher, on dit ça je crois, oui, qu'est-ce qu'il arrive non seulement pendant le procès de la jeunesse, disons la formation, l'entrée dans le marché du travail, la sortie de la famille, etc. Mais on commence à ne connaître pas tellement quel sera le futur. Donc, la génération de baby boomers, bien qu'elle connaît un temps historique lié à l'idée de progrès économique, social, culturel, elle commence, disons, à avoir les premiers symptômes de la jeunesse comme condition. La jeunesse comme condition, elle va devenir toujours plus claire du point de vue aussi conceptuel pendant les années 70, les années 80 et évidemment dans le nouveau siècle avec la précarisation de la vie et les nouvelles générations de millennials, comme on les appelle. Donc, dans ce cadre social et historique, c'est qu'il arrive ce que être jeune devient une condition qui
n'a pas un début très clair et surtout qui n'a pas une fin très claire. Je voudrais vous donner un exemple qui a à faire avec la recherche italienne, qui peut être très intéressant de ce point de vue. Il y avait une institution de recherche très connue, privée, en Italie, mais qui a, pendant beaucoup d'années, 25 années environ, chaque 4 années, proposé des surveys au niveau national. Donc, on a pu avoir, grâce au IARD, c'était ça le nom de cette institution, une continuité des recherches sur la jeunesse. Donc, au début des années 80, quand le IARD a commencé ses surveys, l'âge qui était considéré allait de 16 ans à 24 ans. Quand le Yard a terminé, parce que maintenant, à cause de certaines situations, il n'existe plus, donc c'était la deuxième moitié de le premier décennie du nouveau siècle, disons environ 2005-2007, l'âge qui était considéré allait de 16 ans jusqu'à 34 ans. Alors là, il n'y a pas simplement un allongement de la jeunesse. Olivier Galland a beaucoup écrit sur ça, aussi avec Cavalli, qui est un sociologue italien, parmi les autres. Mais c'est bien le sens même du mot jeunesse qui est changé. Donc, si je dois retourner un moment au rapport de la génération de baby-boomers, de jeunes baby-boomers, par rapport à la jeunesse contemporaine, ayant dit, en bref, ces longs parcours, je dirais que surtout par les baby-boomers, ce qui était très certain, c'était quand même l'idée que le futur, l'avenir pouvait être meilleur du présent. Au niveau général, c'était le climat social, bien que, comme je disais, on commençait à avoir quelques nouvelles questions sur l'avenir. Mais de toute façon, l'idée c'était d'un temps qui avait une très forte idée d'amélioration de la vie collective. C'est pour ça aussi, et l'idée de la participation des jeunes, c'était complètement différente. L'idée de la politique était différente, parce que c'était l'idée de pouvoir réussir à contrôler le changement. Donc, c'était une idée très forte de la politique et le projet, c'était un projet collectif. Il n'y avait pas l'idée que l'individu pouvait seul, ou la femme seule, vraiment faire de la politique, changer la situation de la vie quotidienne. Donc, la participation était bien connotée par une laïcité, disons. C'était l'idée que la vie quotidienne, c'était l'enjeu pour les rapports de pouvoir. On commençait évidemment aussi à parler des rapports de pouvoir entre hommes et femmes, mais surtout à ce niveau-là, c'était la participation pour changer ce qu'on appelait l'avenir de la force de travail. Et les jeunes étudiants même, ils et elles se vivaient comme force de travail en formation, comme on le disait ça. Et donc, l'idée de participation était en même temps un peu aussi globalisée, parce que, évidemment,
Et on vivait tous les jours avec la tête et les cœurs, comme on disait, au niveau mondial. Mais c'était la possibilité de suivre au niveau quotidien un mouvement qui était global aussi dans ses enjeux. Et c'est pour ça qu'il faut faire une différence importante entre la participation des millennials et la participation des baby boomers. Non simplement parce que nous vivons dans le monde du précariat et dans le monde de l'incertitude liée à la crise économique, mais parce que l'idée même de l'avenir s'est précarisée et individualisée. Donc, il faut que chaque jeune homme et chaque jeune femme métabolise avec des autres, mais au niveau individuel, quels sont vraiment ses propres buts, quels sont vraiment ses propres désirs. Tandis que, évidemment, pour la génération des baby boomers, le désir avant tout c'était de nier l'autorité de la société adulte. Avant tout, c'était une lutte avec les parents, c'était une lutte avec l'église, c'était une lutte avec l'école et l'usine, bien sûr. Tandis que pour les millennials, l'idée de participation est beaucoup liée à la possibilité de prendre sur soi aussi la responsabilité de, euh, disons, reconstruire l'idée de participation. Et c'est pour ça que je trouve que l'ambivalence est beaucoup plus forte pour les millennials par rapport à la génération de baby boomers. Je vous explique ce que je pense. L'ambivalence a beaucoup à faire avec ce que le néolibéralisme demande aux individus aujourd'hui. C'est exactement l'idée qu'ils et qu'elles doivent, les femmes, être responsables comme individus face aux problèmes sociaux. Ce sont les jeunes hommes, ce sont les jeunes femmes qui doivent prendre sur soi cette responsabilité. Donc l'ambivalence que je vois, c'est que d'un côté, la responsabilité, la nouvelle responsabilité des jeunes gens a à faire avec un effort très sincère, une demande très sincère d'une nouvelle éthique et d'une nouvelle démocratie beaucoup plus délibérative, beaucoup plus directe. Et donc prendre sur soi la responsabilité, tandis on participe à la vie sociale, c'est quelque chose qui ne peut pas être refusé. Mais d'autre côté, ces jeunes gens sont chargés de la responsabilité par disons, les sociétés technocratiques contemporaines. Au niveau européen, ça c'est très clair. Et donc, elles doivent, et ils doivent, les jeunes hommes et les jeunes femmes, trouver, disons, tous les jours un compromis entre ces deux forces qui, qui les poussent d'un côté vers la recherche d'une authenticité et d'autre part vers une manipulation, je dirais, en ce qui concerne le fait que chaque individu doit prendre sur soi l'idée que ça dépend de lui, ça dépend d'elle si le travail sera, disons, satisfaisant, si un projet peut être bâti
si la mobilité va être une expérience, la mobilité au niveau travail, au niveau existentiel va être une expérience positive ou négative. Donc, ils sont poussés, les jeunes aujourd'hui en particulier, à faire face à problèmes du système social du point de vue biographique. C'est pour ça aussi que les biographies des jeunes sont en train de changer maintenant, parce que l'idée même d'une ligne biographique, d'une narration biographique qui passe par le rapport entre le passé, le présent et le futur est bien mélangé et c'est difficile aujourd'hui à trouver le moyen de bâtir une continuité dans la société accélérée dans laquelle nous vivons et surtout dans une société qui brûle l'idée même du futur avec ce présent qui est de plus en plus vite et surtout à l'intérieur du présent une vie quotidienne qui est, disons, construite sur l'idée du temps réel, est construite sur l'idée de les nouvelles technologies de la communication et de l'information. Et donc, bien que ces technologies peuvent être un moyen excellent aussi, comme nous le savons, mobilisation, etc., elles arrivent à créer un nouveau idéal normatif, je les appellerai comme ça, et un nouvel idéal normatif c'est sans doute l'idée de faire plusieurs de choses en contemporanéité, c'est d'être suffisamment vite pour ne pas brûler l'occasion qui se présente. C'est la possibilité d'avoir un agenda au niveau quotidien très riche. Et si parfois je parle avec mes étudiants pour tourner à la vie d'un académicien, aujourd'hui je trouve incroyable le gap qu'il y a, la différence qu'il y a entre la difficulté à construire des projets pour l'avenir et l'incroyable quantité d'activités quotidiennes que les jeunes poursuivent. Donc, le changement biographique, je trouve le plus important, c'est l'idée qu'il n'y a plus un plan de vie. Et l'idée de plan de vie, projet de vie, c'est une idée très moderne, hein, et c'est l'idée même par laquelle nous avons pu bâtir la narration biographique comme auto-narration. Parce qu'il y avait l'idée que l'acteur social, disons, c'est lui qui pouvait, lui ou elle, ils pouvaient vraiment bâtir leur propre vie. Et en ce qui concerne le rapport que nous avons fait avant avec les baby boomers et les millennials, on peut dire que en ce qui concerne les baby boomers, le plan de vie, ce n'était jamais un plan individuel. Le plan de vie, c'était bien que vous n'étiez pas un militant, évidemment, parce que les militants étaient bien une minorité même en ces temps-là. Mais ce que les historiens appellent Zeitgeist, le climat social, l'esprit du temps, on dirait ça en français. Bon, bien que l'esprit du temps, c'était, disons, pouvait être très différent par rapport aux différentes unités des générations, comme l'aurait dit Mannheim.
Bon, mais on avait une idée que le plan de vie était quelque chose très étroitement lié aux conditions d'une meilleure démocratie, d'un meilleur pourtant niveau économique et social généralisé, d'une culture aussi générationnelle plus libre, de la possibilité d'avoir des occasions de auto-réalisation que les parents n'avaient pas eues. Et ça, c'était particulièrement important pour les femmes, évidemment. Donc, le plan de vie était, oui, un plan de vie individuel, mais disons à l'intérieur de cette idée collective. Aujourd'hui, il n'y a pas la dimension collective, il n'y a pas l'idée que la démocratie va progresser, mais au contraire, que la démocratie va avoir de plus en plus de problèmes. Et nous le voyons même en Europe. Il n'y a pas l'idée que les problèmes économiques sont dans le passé, parce que les problèmes économiques sont devenus nous. Il n'y a pas l'idée que l'autoréalisation va être quelque chose de facilement bâti. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas la possibilité, et c'est difficile même pour les peu militants au niveau, disons, de partis politiques aujourd'hui. Et je pense maintenant à la politique institutionnelle pour l'instant. Donc, même pour eux, le plan de vie est sûrement, il doit être très individuel. Et le plan de vie, si il est là, parce que comme je vous disais, c'est beaucoup difficile de penser un projet de vie, c'est un projet de vie que, comme le disait Helga Novotny, va se construire sur le présent étendu. Qu'est-ce que c'est le présent étendu? C'est un présent qui naît sur l'activité institutionnelle dans laquelle vous êtes, disons, dans laquelle vous êtes engagé. Et ce présent va terminer quand cette activité va terminer elle-même. Donc, si vous êtes un étudiant, pourtant, à l'université, ça dépend environ les 3 années ou les 5 années, ça dépend si vous aurez aussi un master, pour rester au niveau universitaire. Donc, votre présent étendu, extended present, c'est ce passage temporel qui part de votre présent et arrive à la fin de l'activité institutionnelle. Donc, on peut dire que vous avez un projet de vie de ce point de vue-là, mais ce n'est pas réellement un projet dans le sens que vous choisissez vos buts, vous choisissez les étapes temporelles dans lesquelles vous voulez réaliser vos buts, et surtout, c'est pas sûr que vous avez la possibilité de voir ces buts au niveau social. Et pour cela aussi au niveau existentiel. On dit bien aujourd'hui pour les jeunes femmes pourtant qu'un très bon contraceptif, c'est la précarité. C'est bien difficile, bien que certaines recherches dans mon pays, pourtant en Italie, et qui ont été faites dans les dernières années, ont souligné le fait que des couples de jeunes précaires vont essayer de bâtir une idée d'avenir et donc de donner naissance à des petites. C'est une idée de quand même construire un avenir autonome. Donc, bien que la situation est très difficile, on essaye de reconstruire des stratégies. C'est très intéressant, à mon avis,
en ce qui concerne les différences générationnelles, parce que la génération de baby boomers avait une stratégie qui était très sociale. Aussi les stratégies individuelles étaient ou bien politiques ou sociales ou culturelles, mais quand même c'était, comme je disais, des stratégies assez collectives. Tandis que pour les jeunes millennials, le problème c'est de réussir à contrôler l'avenir par des stratégies très individuelles. On a même parlé à ce niveau-là d'une stratégie de l'indétermination. Et c'est très intéressant parce que cette stratégie, elle a été soulignée, si je me souviens bien, par la première fois ici en France par une chercheuse brésilienne qui s'appelle Lazen. Et elle a souligné dans une recherche sur les jeunes, il y avait déjà quelques ans, que certains jeunes, et je voudrais souligner surtout les jeunes qui ont beaucoup plus de capital social, qui ont beaucoup plus de ressources au niveau culturel aussi. Donc, ces jeunes gens décident leur plan, leur projet, c'est de ne pas projeter. Même le non-projet devient un projet. Donc, l'idée, c'est de se donner du temps, se donner de l'espace. Et évidemment, il y a des ressources qui arrivent à ces gens, ce qui concerne les pays du sud de l'Europe, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Grèce, etc. Là, quand même, la famille, elle joue un rôle très important du point de vue, bien qu'il y a la crise économique, de donner aussi aux jeunes qui, en ce cas-là, n'ont autant de ressources, bien que je dis c'est une stratégie privilégiée par les jeunes plus favorisés au point de vue social. Mais quand même, la famille, elle est toujours en train de chercher d'aider ces jeunes qui veulent suivre ces principes ou ces projets, ces stratégies de l'indétermination. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, une stratégie de l'indétermination? Ce que on décide de ne pas décider. Et on vit la vie quotidienne dans l'attente que quelque chose se passe. Quelque chose qui peut donner la vie à des nouvelles expériences, d'un côté, mais pourquoi pas aussi à des nouvelles expériences professionnelles. Pour certains de ces jeunes, ce sont les si dits principes qui vont être une idée très importante. Qu'est-ce que c'est un principe? C'est quelque chose qui a à faire avec ses propres désirs, sa propre individualité, sa propre vision de la société. Donc, ça dépend de quel est mon principe et je vais le suivre en donnant la possibilité aux événements de se déployer, on dit ça, de arriver, ça dépend. Ce n'est pas évidemment la seule stratégie, mais c'est une stratégie qui était complètement inconnue aux jeunes de la génération de baby boomers.